Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce grand rendez-vous de vos médias leaders Twi TV et Watt FM pour décrypter, analyser et parcourir tous les week-ends l'actualité nationale et internationale, bien sûr à travers les commentaires et les analyses des médias partenaires. Pour cette tribune du jour, 2 sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question de la loi portant mobilisation générale et mise en garde, et en deuxième partie, il sera question de la plaidoirie par des organisations de la société civile pour une prolongation de la transition. Et pour le décryptage de ces différents sujets, je suis accompagné par 4 professionnels de médias. Nous avons Joachim Vokouma, directeur de publication du journal en ligne Kasseto.net. Ousmane Paré, journaliste indépendant, est avec nous. Boukari Woba, journaliste au journal d'investigation Le Reporter. Et enfin, Jules Tiendrebego, journaliste à l'Express du Faso. Premier sujet pour cette tribune des éditos, l'information fait grand bruit depuis une semaine. Un groupe de personnes aurait été notifié d'une réquisition dans le cadre de la reconquête du territoire national. Si pour certains, il s'agit là d'une réquisition à caractère arbitraire, d'autres par contre y voient une action patriotique et légale dans un contexte de mobilisation générale. Que faut-il comprendre? Eh bien, élément de décryptage à suivre dans cette émission. Déjà, Ousmane Paré, on a suivi un peu l'actualité. Concernant ces réquisitions, il y a eu la sortie du collectif CGTB durant la semaine. Il trouve qu'il s'agit plutôt d'un acharnement contre des personnes qui auraient juste exprimé des opinions critiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis de cet avis. Et pour une simple raison, c'est vrai qu'on a vu juste après, les gens ont trouvé tous les moyens pour essayer de justifier, la loi a été votée, mais je voudrais juste ramener toutes les personnes de bonne foi à quelques faits. Le premier élément, c'est la première personne qui a été envoyée au front, le nommé Moussa Akaya. Vous vous souvenez certainement, parce qu'on lui reprochait d'avoir tenu des propos qui ont favorisé une attaque. Boukari, voilà, Akaya. Les gens, je crois qu'il était malvoyant. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de la question. À ce moment, la loi n'avait pas encore été votée, je crois. Et quand le président a été interpellé sur la question, les gens se souviennent certainement de sa réponse. Cette même réponse, le président l'a dit à plusieurs reprises. Et quand il parle justement, je crois même le dernier grand entretien, quand on lui a posé la question, il est encore revenu là-dessus pour dire que l'esprit ne pose aucun problème. On dit tout simplement que le pays est engagé dans la reconquête du territoire. Soit vous soutenez, ou si vous ne soutenez pas, et je crois que ça aussi c'est un discours qui est repris par certains soutiens du régime, on va vous envoyer au front pour que vous puissiez voir la réalité. Je crois que ça s'inscrit un peu dans cette logique-là. Sinon, et on n'aurait pas assisté à cela. Vous pouvez encore reprendre la liste de toutes les personnes qui ont été réquisitionnées de cette façon. L'esprit de la réquisition, c'est quoi? Quand vous prenez la loi, ça dit qu'on s'est dit qu'on est en guerre. Il y a une situation très difficile et qu'on a besoin de tout le monde pour nous aider à résoudre le problème. Chacun dans son domaine, chacun dans ce qu'il sait faire le mieux. Ou encore, à défaut, si les forces de défense et de sécurité sont acculées, que d'autres bras puissent aussi leur venir en aide. Donc, ça veut dire que chaque réquisition répond à un besoin bien précis. Si par exemple, au niveau d'un front, on a besoin, je prends un exemple banal, d'un communicateur, parce qu'il y a un besoin de communication, on a besoin d'un spécialiste. On fait le point et on trouve les moyens pour envoyer un spécialiste de ce domaine-là. C'est un peu partout, dans le domaine de la santé, etc., etc. Donc, quand ça fonctionne dans cette logique, on sait qu'on va au front pour apporter sa contribution. Et vous voyez que quand on a lancé le recrutement des volontaires, il y a une partie qu'on a pu envoyer au front, on a pu recruter normalement. Il y a une bonne partie de personnes qui attendent. D'ailleurs, vous avez à la place de la nation beaucoup de personnes qui attendent tout simplement d'être enrôlées. Donc, l'esprit, justement, qu'il y a derrière la réquisition, qu'il y a derrière cette loi de mobilisation générale, c'est un peu ça. Ça ennoblit le travail qu'on est en train que les forces de défense, tous ceux qui défendent le territoire, sont en train de faire. Maintenant, de la manière dont ça se passe, je reviens encore à la liste. Vous avez vu au début, après Boukari, il y a l'autre, il y a un Ouedraogo qui a Isiaka. Ils ont organisé une conférence de presse. Juste après, on l'a envoyé au front. Donc ça fonctionnait comme ça. Juste après là, il y a eu le cas Aruna Louré.
On ne peut pas ne pas faire le lien avec ces prises de position. La marche, le meeting du moins, initié par la CGTB qui n'a pas eu lieu. Et quand vous prenez la liste, ce sont des gens qui semblent hostiles justement d'une manière ou d'une autre au régime, donc qui ont été réquisitionnés. Quand vous vous mettez dans cette logique, vous ne pouvez pas ne pas voir dans ces réquisitions une forme de répression. Maintenant, ça, c'est un conseil que je crois qu'il faudra donner tout simplement au gouvernement. Parce que si je reviens au premier cas, le cas Boukari et autres, quand ça a été fait, vous vous souvenez, sur ce même plateau, ce qu'on a dit, c'était de donner tout simplement une forme à ce qui se fait. Moi, je n'ai absolument rien contre le fait que moi ou vous, que quelqu'un d'entre nous puisse aller apporter sa contribution. C'est tout à fait normal. Mais que ça se passe dans la manière, sans que ce ne soit perçu par la personne qui va au front comme une forme de sanction. Vous vous rappelez, on a pris l'exemple des affectations sanctions auxquels on a assisté par exemple sous le régime de Blaise Compaoré, qui ont continué à exister, où on envoie un fonctionnaire dans une localité parce qu'on trouve qu'il est syndicaliste, parce qu'on trouve que c'est un élément qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on veut le sanctionner. Quand il va là-bas, il devient encore un problème justement pour la population. C'est la même chose avec les forces de défense et de sécurité. Certains qu'on a affectés dans certaines localités qui n'étaient pas du tout contents et qui créent d'autres problèmes. Ça risque d'être la même chose encore à ce niveau. Moi, je le dis pour le bien de la nation. Et si vous prenez la dernière liste, il y en a qui s'étaient déjà fait enrôler comme VDP. Qu'est-ce que ça coûtait à l'État de les appeler? Vous étiez déjà inscrit sur la liste des VDP. On a besoin de vous maintenant, on va vous envoyer. Pour moi, c'est juste des moyens qui permettent tout simplement de ne pas avoir une idée négative de ce qui se passe et d'éviter la confrontation. Vous avez vu la polémique que ça a suscité, vous avez vu le recours. Il y a des avocats qui sont saisis de la question. Ça affaiblit le front, ça affaiblit les actions, ça affaiblit tout ce que nous sommes en train de mener. Donc il va falloir qu'on travaille tout simplement à unir les forces et à éviter justement des erreurs qui peuvent nous créer inutilement vraiment des angoisses. D'accord. Alors, Joachim Voukouma, le débat fait grand bruit sur la question. Ces personnes qui ont été réquisitionnées, et à entendre une bonne partie de l'opinion, il s'agirait d'une réquisition arbitraire, pendant que d'autres trouvent que c'est plutôt légal et même patriotique. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur la légalité, il n'y a pas de débat. C'est légal. Parce que c'est sur la base d'une loi et d'un décret qui a été pris le 19 avril 2023. Donc, sur la légalité, ça ne pose aucun problème à ce niveau-là. S'il y a débat, ce n'est pas sur la légalité. C'est sur la pertinence et la légitimité ou, je sais pas, le caractère punitif de ces réquisitions-là, compte tenu des personnes qui ont été réquisitionnées. Vous parlez d'auraient été. Bon, ceux qui sont, c'est confirmé, c'est pas des rumeurs. Mais quand vous prenez la liste, il a évoqué. Bon, Ablassi Ouedraogo a 70 ans. Bon. La loi dit, l'article 5 du décret l'a dit, que on mobilise tous les jeunes de 18 ans et plus. 18 ans et plus. Bon. Je me dis que à 70 ans, bon, je ne sais pas très bien ce qu'il peut apporter au front, en tout cas dans la lutte. Je n'ai pas vu dans les détails le contenu de sa réquisition. Il a peut-être un rôle civil à jouer, tout ça, on ne sait pas. Bon, mais est-ce que c'est sur le front qu'il va aller? Mais si c'est sur le front, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire. Lengani, il a plus de 60 ans. Bon, donc, vous prenez tous ceux qui sont dedans, peut-être à part Rasmane Zinaba, Bassirou Badio, et les autres, je crois qu'ils ont quand même plus de 35 ans. 35 ans, 40 ans. Bon. Sur le front sécuritaire, sur le front de la bataille, bon, qu'est-ce que ces gens-là peuvent apporter concrètement? C'est ce qu'il a indiqué. Si on t'envoie au front pour apporter un plus, quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est pertinent. Ça, c'est l'esprit de la loi. C'est l'esprit de la loi. Parce qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Souvent, c'est ça qui pose un problème. Parce qu'il y a, quand on prend la lettre, tout le monde peut être enrôlé. Tout le monde peut être amené. Mais l'esprit, c'est que ceux qu'on amène accomplissent une mission qu'on ne trouve pas sur le terrain. Et qu'eux vont venir accomplir pour renforcer le front de la lutte, pour nous permettre de gagner la bataille contre les terroristes. Bon,
est-ce que tous ces gens-là, ils ont quelque chose, un plus à apporter sur le front? Il y a des formations qui se font. Pardon? Il y a des formations qui se font lorsque il y a... Bon, la formation, c'est une formation militaire de 2 semaines. Et puis après, maintenant, on te déploie sur le terrain. Maintenant, bon, je ne sais pas, il faudrait peut-être qu'on ait un retour. S'il y avait le retour de... bon, c'est vrai qu'on a eu le retour d'Isaac à Ouedraogo, mais on n'a pas... lui, ce qu'on a compris, c'est qu'il a pris les armes, il a été sur le front. S'il y avait un retour du docteur Louré aussi, on aurait compris exactement ce que lui, il a fait. Est-ce que il s'est occupé de soigner des malades, des blessés? Est-ce qu'il s'est occupé de réanimer des personnes qui ont été ramenées du front? Ça nous aurait permis de savoir la pertinence effectivement de cette réquisition-là, du contenu. Et là, on aurait peut-être mieux appréhendé ce qui attend, ceux qui vont arriver, ceux qui vont être réquisitionnés, et ça aurait peut-être évité ce débat-là. Sur la légalité, là, juste pour finir, ceux qui invoquent la légalité pour dire qu'il n'y a pas de débat, tout ça, bon, c'est un argument qui est assez léger. Parce qu'il y a des choses qui sont en politique, il y a des choses qui sont légales, mais qui ne sont pas opportunes. La révision de l'article 37, c'était légal. L'apartheid était légal. Le nazisme, c'était légal. C'était même démocratique, puisqu'ils sont arrivés au pouvoir par les élections. Donc, l'argument de la légalité est assez léger dans un contexte comme ça. Et vous voyez bien que, comme il a souligné, je ne sais pas si l'intention était de créer cette polémique-là, mais vous voyez toute la polémique que ça a créé. Il y a pas moins 7 ou 8 ou 10 organisations. Avant de venir, j'ai encore vu une déclaration du mouvement des intellectuels pour la liberté ou quelque chose comme ça, qui vient de faire une déclaration. Justement, notre inquiétude chez certaines populations, c'est parce qu'il y a eu d'autres réquisitions et on n'a pas vu ces tollés-là. Pourquoi cette fois-ci, pendant qu'il y a une réquisition d'un certain nombre de personnes, c'est maintenant que l'on découvre un certain nombre de mouvements associatifs pour le GT? Bon, je ne sais pas quelles sont les réquisitions qu'on a. On parlait du cas d'Isiaka Ouedraogo, on parlait du cas de Boukari de Kaya. Pour Boukari de Kaya, quand même aussi. Il y a eu quand même un tollé, peut-être pas de même dimension que le tollé qu'on a actuellement, mais il y a eu quand même on s'est quand même posé la question sur la pertinence, d'autant qu'il est handicapé. Qu'est-ce qu'il aurait pu aller faire sur le terrain en tant qu'handicapé? Docteur Louré également, ça a donné lieu quand même à un débat et tout. Et là, le débat est plus enflé parce qu'il y a une dizaine. C'est une dizaine. Et que quand on voit les profils, c'est des griffes de grandes gueules. Et puis, donc, le caractère punitif ne peut pas être écarté. C'est tellement, c'est tellement gros qu'on ne peut pas ne pas le voir. Maintenant, comme il a dit, ils ont fait un recours. On verra ce que la justice... Vous avez dit tantôt que la légalité, ça ne se discute pas. Oui, sur la légalité, ça ne se discute pas. Mais maintenant, le juge aussi peut juger de la pertinence, de la légitimité ou de l'opportunité de ces engagements-là, de ces enrôlements-là, et puis décider. On verra ce que le juge va dire. Mais dans tous les cas, si une opération va nous amener dans la division, est-ce que ça vaut la peine? La question se pose. Jules Tiendebego, vous, au niveau de l'Express du Faso, dans un édito, vous appelez le président de la transition à ne pas créer un front social inutile. De quoi s'agit-il? Effectivement, c'était l'édito du mardi dernier. Donc, on a intitulé Mon président capitaine ne crée pas un front social inutile. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, en témoigne, ces réquisitions que mes prédécesseurs ont longuement parlé. Donc, il faut noter que la transition a besoin de l'ensemble des Burkinabés. Parce que c'est quand toute transition, parce que Roch, il est venu par la voie des urnes, il a son parti, il a ses alliés, il y a l'opposition et tout. Mais aujourd'hui, une transition de ce type a vraiment besoin de tout l'ensemble, en tout cas, des fils et filles de ce pays, tout simplement. Parce que il faut critiquer objectivement, tu critiques et puis on t'amène au front. Et c'est ce qu'il venait de dire, une dizaine de personnes réquisitionnées pour aller au front.
bon, ça laisse à désirer. Le problème qui est là, c'est quoi? Si ces personnes, et Ablassé Ouedraogo n'est pas sur le territoire national, l'Agibama non plus, si d'autres ils ont fait, chacun a fait appel à son avocat, donc les trucs sont en cours, on verra concrètement si ils iront sur les théâtres d'opération ou pas. Mais si ils venaient à refuser, 1 ou 2 ou 3 personnes viennent à refuser et d'y aller, vous voyez ce que ça fait déjà. La transition aura sur le dos toutes les... Parce que quand on les prend individuellement, c'est des gens qui sont issus des organisations de la société civile, du parti politique, donc la transition aura sur son dos. Ils ne sont pas les premiers de la société civile à être enrôlés à travers une réquisition. Il y a eu le cas, on en parlait tout à l'heure, du docteur Louré. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a même le Renlac tout dernièrement? Justement, c'est là l'inquiétude. Pourquoi c'est maintenant que ça suscite cet tollé? Tout simplement parce que ça en est de trop. Selon ces structures, ça en est de trop. Donc, si c'était par exemple 1 ou 2 personnes qu'on avait réquisitionnées pour aller sur le front, voilà, mais une dizaine de personnes, demain, ça sera combien? Il faut multiplier le nombre par 2 ou par 3. Donc, aujourd'hui, en tout cas, dans notre édito, on interpelle le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, à unir. Je sais qu'il unit déjà la population. Il faut travailler à renforcer aujourd'hui la cohésion sociale parce que nous sommes en guerre. C'est ensemble. On doit regarder. Nous devons taire en tout cas nos divergences en ce moment pour regarder dans la même direction pour pouvoir venir à bout de ce terrorisme-là. Sinon, si on crée 2 types de Burkinabés, ça ne va pas nous... On ne pourra pas sortir en tout cas de cette situation de terrorisme. D'accord. Boukari Boba, la question se pose en quoi est-ce que réquisitionner des personnes pourrait créer un front social inutile, comme le dirait le titre de l'Express du Faso selon vous? Je ne sais pas trop pourquoi, mais au moins au constat, c'est que ça crée un front social. Je crois que depuis samedi jusqu'à ce jour, il y a tellement de débats. On a l'impression que la vie de la nation s'est arrêtée autour effectivement de ces événements-là, donc de ces réquisitions-là. Et donc, naturellement, si on a besoin de plus de concentration pour la reconquête du territoire national, comme c'est le but ultime, donc il y a lieu effectivement de ne pas multiplier les fronts, et surtout quand on pense que c'est des fronts inutiles. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque au front, ce n'est véritablement pas des combattants. À partir du moment où le président même a lancé l'appel à la souscription volontaire, on avait voulu 50 000 volontaires, n'est-ce pas? Je crois qu'on a même doublé pratiquement. Et qu'à la date d'aujourd'hui, beaucoup de volontaires encore continuent de taper à la porte de l'état-major ou bien de COTN ou du moins BVDP pour être recrutés et qu'on ne les regarde pas. Ceux qui ont été recrutés n'ont pas été tous formés, n'ont pas été tous équipés, n'ont pas été tous déployés au front. Donc ça veut dire que véritablement ce n'est pas le personnel combattant qui manque. Maintenant, comme on l'a dit, le but de la réquisition, ça ne doit pas être juste d'envoyer des gens au front avec des armes. C'est pouvoir disposer de compétences spécifiques, de compétences véritablement nécessaires. Donc sur ce plan-là, parmi les personnes qui sont réquisitionnées, quand on regarde les profils, je pense qu'on aurait dû peut-être prendre des gens du point de vue de leur profil et que la réquisition mentionne exactement qu'est-ce qu'on attend de ces personnes-là. Dans une situation de guerre, est-ce qu'on a le temps de regarder le profil de tout un chacun dans une situation de guerre? Mais c'est le profil qui compte, c'est le profil qui est important. Voilà. Est-ce qu'on va prendre un artilleur? Est-ce qu'on va prendre un artilleur pour en faire un fantassin? Est-ce qu'on va prendre un fantassin pour lui confier, je ne sais pas quoi. Donc, dans l'armée, des gens ont des métiers. Donc, de la même manière, ce n'est pas parce que ce n'est surtout pas aux civils qu'on va prendre et puis déployer n'importe comment. Il faut bel et bien leur confier des missions particulières. Et moi, je pense que si ces personnes-là ont été réquisitionnées, non pas pour leurs compétences spécifiques, mais juste parce qu'ils doivent être envoyés au front, ça justifie tout ce qu'on est en train de dire par rapport à ces réquisitions, à savoir que ce sont des réquisitions sanctions. Et je crois qu'il ne faut pas détacher ça
de l'actualité qui a précédé ces réquisitions-là. La plupart de ceux qui sont réquisitionnés, les noms ont été donnés. Zinaba Rasmane, il est membre du Balai citoyen, c'est connu. Badio Bassirou, il est également membre du Balai citoyen. Il est en plus blogueur, activiste, tout ça c'est connu. Gabin Korbego, il est membre de l'ODJ, il en est le président. Daouda Diallo, le pharmacien, il est le président du CISC. Toutes ces organisations-là étaient des organisations membres de la coalition qui organisait le meeting du 31. Donc quand vous ajoutez à eux oui, Moussa Diallo, le secrétaire général de CGTB, je ne sais pas s'il a été réquisitionné aussi, d'accord, donc EG de la CGTB, plus nos confrères maintenant, Issa Kalengani, dont vous connaissez très bien les positions, là, dit Bama, il n'est plus à présenter par rapport à ses prises de position. Ablase Ouedraogo, récemment, il a fait une tribune qui a beaucoup fait parler, et d'ailleurs, ça lui a valu, je ne sais pas comment appeler ça, voilà, apparemment des montagnes qui ont été faites sur sa personne. Et donc, naturellement, on a l'impression qu'on a affaire à des gens qui sont critiques par rapport au régime, qu'on dit, bon, on va vous envoyer au front, et naturellement, les envoyer au front dans ce contexte-là, ça ne peut être perçu autrement. Est-ce qu'on ne perd pas de vue le caractère dans lequel nous sommes, notamment le décret qui a été pris par rapport à la mobilisation générale, le contexte en question? Est-ce que l'on ne perd pas de vue ce contexte où tout le monde peut à n'importe quel moment être appelé? Serge, on ne perd pas du tout de vue. Vous savez, cette loi-là n'est pas venue n'importe comment. Je crois que peut-être les gens parlent et puis on ne les écoute pas. On peut remonter à plus loin que ça. L'état d'urgence, ça a été décrété suite à des appels incessants des populations, des leaders d'opinion et des journalistes. Les gens ont estimé à un certain moment que dans ce contexte de guerre, de crise, de terrorisme-là, il fallait décréter l'état d'urgence. Des gens l'ont demandé en connaissant de quoi, en sachant que l'état d'urgence emportait restriction de certaines libertés. Mais des gens ont accepté qu'on instaure l'état d'urgence. La question même des VDP aujourd'hui, engager les volontaires, les civils dans la lutte là, au départ l'armée même était réticente. Ce sont les populations, c'est des leaders d'opinion qui ont dit dans cette guerre-là, on ne peut pas laisser ça à l'armée. Il faut qu'on recrute des volontaires. Ce n'est pas une proposition qui est venue de l'armée. On a pratiquement imposé ça au président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc ne pensez pas qu'effectivement c'est l'armée qui a décidé et puis les civils sont là, ils font de la résistance. Des gens ont demandé à aller au front. C'est comme ça que les volontaires, la loi sur les volontaires sont arrivées premièrement. Et donc aujourd'hui, avec la loi sur la mobilisation générale et la mise en garde, il y avait un certain nombre d'actes qui étaient posés par les autorités qu'on estimait que c'était illégal. Des gens ont demandé qu'on puisse créer le cadre légal. C'est ce qu'on disait. Lorsqu'on a enlevé Boukari, le catalan, à Kaya, mais ce n'était pas une réquisition, puisque la loi n'existait pas. C'était un enlèvement. Quand on a pris Isiaka Ouedraogo, ce n'était pas une réquisition. Loi de mobilisation générale n'existait pas. C'était un enlèvement. Donc, à partir du moment où des gens ont dit non, si on veut faire ça, il faut qu'il y ait un cadre légal. C'est à partir de là que la loi sur la mobilisation générale et la mise en garde a été adoptée. Donc, c'est suite à des appels, effectivement, des leaders d'opinion et dont les journalistes. C'est pour qu'on puisse donner une forme légale à ça. Maintenant, à la date d'aujourd'hui, le cadre légal existe. Il faut maintenant respecter le cadre légal. L'existence du cadre légal ne veut pas dire que tout acte qu'on pose est finalement légal. C'est comme aujourd'hui, le mariage a son cadre légal. Mais je ne sors pas dans la rue et puis la plus belle femme que je crois, j'attrape et puis je dis j'ai fait mon mariage. Ça ne marche pas comme ça. Il faut respecter les normes. Donc si aujourd'hui on dit que la réquisition doit obéir à un certain nombre de règles, vous avez vu d'ailleurs ce que les avocats de ces personnes réquisitionnées-là ont rappelé. C'est-à-dire qu'il y a même des dispositions qui sont dissuasives vis-à-vis de ceux-mêmes qui prennent les réquisitions. Il faut avoir la qualité pour réquisitionner. Et la loi parle même de réquisitions abusives. Donc si la loi même dit qu'il peut avoir des réquisitions abusives, qu'est-ce qui vous dit que les présentes réquisitions ne sont pas des réquisitions abusives? Donc c'est pour ça que moi je ne peux pas à la date d'aujourd'hui affirmer que ces réquisitions sont légales ou qu'elles sont illégales. Ce qui est évident, c'est qu'un cadre légal existe. Maintenant, est-ce que ces réquisitions respectent le cadre légal? C'est une question qui est posée aujourd'hui au juge. Il y a un juge qui est saisi là-dessus, donc il va se prononcer et ça nous permettra à nous tous d'être situés. Mais pour m'avoir, ce qu'on regarde et qui peut être gênant, c'est que vous savez, je le pense sans être juriste, mais on le dit très souvent, le caractère important par rapport à une loi, c'est qu'il doit être impersonnel. Il doit être général. La loi doit être impersonnelle et générale. Donc, ça veut dire déjà à son adoption, oui, par le principe, son adoption là, ça ne doit pas viser des gens particulièrement. Vous trouvez qu'on ne l'applique pas à tout le monde?
Exactement, c'est ce qu'on pense. On pense qu'on ne l'appelle pas à tout le monde. Parce que quand vous prenez tous ceux qui ont été réquisitionnés aujourd'hui, ils sont 6 ou 7 sur la présente liste, plus Louré qui a été la première personne à être réquisitionnée, ils ont quoi comme point commun? C'est que c'est des grandes gueules comme lui l'avait dit. C'est des gens qui critiquent. Et donc si le critère pour être réquisitionné et envoyé au front, c'est d'être critique, ça pose problème. Et encore, on pense que c'est des gens qui critiquent l'armée. Mais ça aussi, je crois qu'on ne dit pas trop la vérité. Ce n'est pas juste. Ces gens ne critiquent pas l'armée. Ils critiquent la gouvernance. Ils critiquent la gouvernance. Parce qu'il ne faut pas confondre l'exercice du pouvoir politique aujourd'hui, même si c'est détenu par des militaires, il ne faut pas confondre quand même l'exercice du pouvoir politique avec effectivement l'armée. Je crois qu'il y a une distinction nette. Donc ceux qui sont là ne sont pas des gens qui critiquent l'armée, ils critiquent d'une certaine manière la gestion. Et je vous ai déjà dit combien de fois des gens ont critiqué le fonctionnement, les insuffisances, et que l'autorité même a pris des mesures, des décisions qui étaient bien et qui ont permis justement d'améliorer. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'état d'urgence, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a les volontaires pour la défense de la patrie, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a même cette loi mobilisation générale et mise en garde. C'est venu à la suite d'interpellations de leaders d'opinion. L'autre réalité que l'on a, c'est que nous sommes dans un contexte de guerre où le chef de l'État l'a maintes fois rappelé, c'est une guerre où on a besoin de communication. Et dans cette situation, qu'est-ce que l'on fait de ceux qui, au-delà de la critique constructive qui est faite sur la gouvernance, démoralisent les troupes? Sourok Kaboré, quand le code pénal a été adopté, il y avait des dispositions par rapport à ceux qui démoralisent les forces de défense et de sécurité. En fait, moi je veux qu'on se comprenne par rapport à une chose qui me semble essentielle. Dans la vie, nous avons tous nos aspirations. Il y a des choses, même chez vous à la maison, que vous voulez faire. Vous pensez que quand vous faites comme ça, en fait, ça va marcher. Et vous voulez que tout le monde vous laisse faire. Mais il y a des gens qui pensent effectivement que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas forcément ça qu'il faut faire. Qui vont vous donner des avis, qui vont faire des critiques dont vous devriez tenir compte pour améliorer ce que vous voulez faire. Par rapport à la démoralisation, tout ce qu'on est en train de dire, c'est pas qu'on est contre quelqu'un. C'est parce qu'on se dit tout simplement qu'en l'absence de loi, en l'absence de réglementation, il n'y a que la force brute qui peut servir. Et quand vous ramenez tout à la force brute, personne n'est sûr d'être permanemment le plus fort. Nous, pour qu'on soit là, pour qu'on puisse discuter, il y a des règles, que ce soit le droit positif ou les règles sur lesquelles on s'est mis d'accord, qui nous régissent. Et vous, quand on circule, le réflexe, c'est pas que quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, systématiquement que parce que vous pensez que vous êtes fort et que vous retournez contre la personne. On s'est dit tout ça, il faut qu'il y ait une réglementation. Et quand il y a des lois, qu'on respecte les lois. Je disais sous Roch Kaboré, on était dans le même débat. Les gens oublient, c'est pas loin. C'était le même débat. À un certain moment, on a trouvé que non, voilà, les gens en faisaient un peu trop, c'était les activistes, c'était les journalistes, etc. On dit, si vous n'êtes pas d'accord, faites des lois. Et on s'adapte aux lois. Donc la loi par rapport à la démoralisation existe. Si on pense que sur ce plateau, moi j'ai tenu des propos qui démoralisent les forces de défense et de sécurité sur le terrain, il dit c'est simple. On m'envoie devant le juge et le juge va trancher. Le principe ici est que vous ne vous levez pas parce que c'est vous qui avez la force et que vous m'infligez la sanction que vous voulez. C'est tout simplement ça et l'esprit. Par rapport à la loi qui a été votée, encore une fois, quand on discute, quand on donne des points de vue, ce n'est nullement qu'on est contre quelqu'un ou qu'on ne veut pas qu'il y ait des évolutions sur le terrain. Ça n'a pas été dit. Non, pas vous qui le dites, mais c'est ce qui se dit ailleurs. C'est que tout simplement, vous ne pouvez pas continuer à vous en prendre à l'autre, quelle que soit votre force. Vous giflez, vous piétinez la personne, etc., etc. Vous souvenez-vous de ce qui se passait à l'école primaire. Et vous vous dites que, puisque vous êtes fort, la personne ne va jamais réagir. Ça ne fonctionne nulle part. Il n'y a que dans nos rêves que ça fonctionne comme ça. Parce que quelle que soit votre force, quelle que soit la petitesse de la personne, à un certain moment, quand la personne va se sentir brimée, elle préfère peut-être subir votre courroux, mais elle va essayer de riposter. Ce que je dis, on est dans ce contexte.
que c'est aussi, j'ai vu une fois quelqu'un qui taquinait avec un des grands soutiens du régime et dit mais lui il attend le jour que la personne va se déclarer volontaire pour aller au front. Et les gens viennent et puis commencent à l'insulter, c'était sur les réseaux sociaux, pour dire que ce que le gars il fait déjà sur les réseaux sociaux, que c'est déjà un VDP, donc il n'a pas besoin d'aller au front. Il dit mais c'est très grave ce qu'on dit. Qui doit aller au front? Ce que les soldats font, ce que les VDP font, c'est un engagement énorme. Se sacrifier pour la nation là, il n'y a pas un plus grand sacrifice que ça. Il ne faut pas qu'on pervertisse ça. Il ne faut pas qu'on fasse comprendre aux gens que le front c'est là où c'est mauvais et qu'il n'y a que des gens qui sont contre nous qui doivent aller là-bas. C'est là que je dis, moi je serais d'accord. Vous l'avez dit tantôt, parmi ces personnes réquisitionnées, il y en a qui s'étaient enrôlés d'eux-mêmes. Mais est-ce que c'est sur cette base justement d'enrôlement en comme VDP qu'on les a appelés? C'est ce que j'ai dit. Et moi je serais d'accord, quelqu'un comme Zinaba qui s'est déjà enrôlé comme VDP, que la BVDP l'appelle pour dire, voilà, on est en train de, vous étiez inscrits, on a besoin de vous maintenant. Et pour terminer, que parmi ceux aussi qui soutiennent le régime, qui sont actifs sur les réseaux sociaux, qu'on en prenne et qu'on les amène sur le front. Vous parlez des activistes? Des activistes. Et qu'ils viennent après la réquisition nous dire les exploits des forces de défense et de sécurité. Et ça va permettre tout simplement de nous clouer le bec. D'aucuns vous diront qu'ils n'ont pas démoralisé. Mais c'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc ça veut dire que l'objectif, c'est de punir les gens. Ce qu'il faut éviter, c'est tout ce que je suis en train de dire. On va permettre à Joachim Voukouma l'objectif, ça ne doit pas être de sanctionner. Mais que si on prend à gauche, qu'on songe aussi prendre à droite. Si on avait fait des grands noms de soutien au régime, s'ils étaient sur la liste, on ne serait pas en train de parler. Joachim Voukouma, sur cette question de liberté, pas plus tard que lundi à la montée des couleurs, le chef de l'État a été on ne peut plus clair. Il dit que les libertés individuelles ne sauraient primer sur celles de la nation. Oui, effectivement, j'ai vu ça. Ça me renvoie un peu à mes cours de philosophie politique. Vous savez, il y a des individus, il y a des hommes, des femmes qui vivent, et puis il y a des entités abstraites. La nation. Est-ce que nous sommes une nation d'abord? Nous ne sommes pas une nation. Nous ne sommes pas une nation, nous sommes une nation en construction. Mais les droits des individus, oui, on sait ce que c'est. Ça, c'est plus réel, c'est plus palpable. Et en disant ça, je comprends l'esprit de sa démarche. C'est que les individualités doivent s'effacer au profit de la collectivité, de la nation, qui est une entité dans laquelle tout le monde doit se reconnaître et qui dépasse les individualités de chacun. Je comprends ce que ça veut dire. Mais dans ce contexte-là, son message, je ne pense pas que ça soit perçu comme ce que lui, il le dit. Je voulais juste, après ce qu'il a dit, nous sommes 22 millions de Burkinabés. 22 millions. Mm-hmm. Bon. Tu ne peux pas obtenir l'adhésion de 22 millions de Burkinabés, quel que soit ce que tu vas faire. Donc la critique dans l'action doit être intégrée comme modalité même de fonctionnement. D'autant que la Constitution a été rétablie et qui garantit les libertés, les droits de critique, des libertés d'expression et de presse. C'est tout à fait normal, Marxiste appelle ça la dialectique, qu'il y ait une critique de ce qui se passe. C'est-à-dire que la critique n'est pas pour détruire. La critique transforme le réel pour en faire quelque chose de positif. C'est ça l'esprit de la critique. En tout cas, moi personnellement, je pense que c'est l'esprit qui anime nos critiques sur les plateaux. Pour d'autres, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est ça l'esprit. Peut-être que ce n'est pas bien perçu, mais en tout cas, c'est comme ça que ça doit être perçu, que ce n'est pas pour détruire, mais pour construire. Qu'est-ce qu'on gagne à détruire un pays qui est le nôtre et qui nous héberge? Donc, il faut prendre cela en compte. Et lui, il a indiqué, nous avons un front qui est le principal front qui est contre le terrorisme, les actes terroristes, les barbares qui tuent. Il y a un front contre la France. Bon, avec un certain nombre de décisions qu'on a prises, voilà, qui sont assumées parce que c'est dans le cadre de la souveraineté, parfois c'est de bonnes mesures qui sont prises, qu'on a soutenues d'une certaine manière sur les plateaux. Il y a un front contre les magistrats, il y a un front contre les médias, avec les suspensions. Là, il y a un front maintenant contre les syndicats, les OSC. Quelle est la base sociale
sur laquelle un pouvoir peut s'appuyer pour mener surtout un combat crucial comme celui que nous menons contre le terrorisme. Non, je pense que dans ce contexte-là, il a dit, nous avons besoin de toutes les forces. Ce n'est pas le moment de nous diviser. Dès le début, les terroristes ont tenté de nous diviser, de nous cogner la tête les uns contre les autres. Ça n'a pas marché en tuant des catholiques, des musulmans, des protestants dans leur lieu de culte. Ça n'a pas marché. Donc on est resté soudés sur ce point-là. Mais j'ai l'impression que là, effectivement, ils sont en train de gagner. Nous, on est en train de nous diviser sur des choses qui ne me paraissent pas vraiment fondamentales, et pas essentielles. Donc, bon, c'est un message, un appel que je lance. Et il y a des fonds, comme ils ont dit, inutiles, contre-productifs, et qui ne vont donner que des résultats négatifs, ne vont rien apporter. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'ouvrir des fonds comme ça? Je ne le pense pas. Et comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, nous sommes tous des fils de ce pays. On veut son bien et on veut qu'on gagne la guerre contre le terrorisme parce que nous, tous qui sommes ici, la liberté d'aller et venir sur l'ensemble du territoire est restreinte. Donc, l'esprit de tous, c'est de gagner la guerre et faut sortir de cette lecture binaire, je dirais bouchienne. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. C'est plus complexe que ça. D'accord. Alors, Jules Tiendobego, toujours avec vous à l'Express du Faso, il n'y a pas eu que le chef de l'État qui s'est exprimé lundi à la montée des couleurs. Il y a eu le Premier ministre aussi qui s'est exprimé à la primature. Et vous estimez que ce qui a retenu votre attention, c'est plutôt l'aspect économique. Et vous rappelez au Premier ministre Tambela que la vie est pourtant chère au Faso. La vie est chère, ça lui-même il le sait. Notre Premier ministre même le sait, il sait que la vie est chère au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il a dit pour que vous teniez tant à le lui rappeler? La vie est chère au Burkina Faso tout simplement parce qu'il y a eu des taxes. Il y a eu d'abord les inflations au niveau du carburant et tout récemment avec les taxes sur les boissons, le prix des boissons, sur les tarifs de communication et autres. Donc lui-même il est conscient, il sait. On ne sait pas pourquoi il l'a dit. Donc, mais aujourd'hui... Est-ce qu'on peut rappeler même ses propos? Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à ce niveau. Nous ne sommes pas. C'est pas le débat. La vie chère, c'est pas le débat du jour. Le débat du jour aujourd'hui, c'est que les Burkinabés sont conscients. Le peuple burkinabé est conscient. Les gens savent qu'il faut une résilience et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2016 qu'on a été attaqué, les gens ne parlent que de résilience. Aujourd'hui, nous sommes résilients. Il y a aussi les gens des OSC et autres qui luttent en tout cas pour qu'on puisse, en tout cas pour le renforcement de la cohésion sociale et tout. Et nous sommes conscients, même si on va au-delà, même si on multiplie. Aujourd'hui, le nombre, c'était combien? Le prix, c'était à 100 francs. Le prix des hydrocarbures, 100 francs. Même si on multiplie ça par 3, les Burkinabés sont aujourd'hui conscients. Le problème, nous devons nous tourner aujourd'hui vers la lutte contre le terrorisme. C'est ça qui est important. Parce que la vie chère ou pas, aujourd'hui, il y a des gens qui meurent sur les théâtres d'opération. Il y a des déplacés internes, il y a des écoles qui sont fermées. Donc on ne peut pas être à Ouagadougou et puis parler de vie chère aujourd'hui. Il faut qu'on taise nos divergences, qu'on laisse tomber ça, qu'ensemble on soutienne en tout cas cette transition à ce niveau. Voilà, parce que on a besoin de pas mal d'argent pour pouvoir acheter des armes et autres. Et le président l'a si bien souligné, quand il est arrivé, il n'y avait pas grand chose. Mais aujourd'hui, même les VDP sont en tout cas ont de quoi quand même s'équiper. Donc nous sommes fiers. L'objectif aujourd'hui, c'est pas la vie chère, c'est la lutte contre le terrorisme. Le retour de la paix. Justement, Boukari Oba, on a eu une semaine montée des couleurs. Un Premier ministre qui a estimé que le taux d'inflation est en baisse en 2023 comparativement en 2022. Le chef de l'État qui a eu une autre montée des couleurs le même jour dit que les libertés individuelles ne peuvent primer sur celle de la nation. Qu'est-ce que vous en pensez dans ce contexte où l'on parle de réquisition? Sur les propos du chef de l'État, ça ne devait pas souffrir de débat. Je crois que personne ne chercherait à placer un intérêt particulier, un intérêt individuel au-dessus
de l'intérêt de la nation. Ça n'a pas de sens. On parle de... Moi, bon, écoutez, de l'intérêt de la critique. Oui, ce qu'on appelle les intérêts individuels, là, c'est quoi? C'est pas des intérêts individuels, ce sont des droits. Ce sont des droits. Et ces droits-là ne tombent pas du ciel. C'est dans notre constitution. Ce sont les Burkinabés qui ont décidé, dans ce qu'on a appelé la loi fondamentale, là, que par exemple la liberté d'expression c'est important. Et à propos de la liberté d'expression, parce que souvent on a l'impression que des choses sont des concepts fabriqués ailleurs qui sont importés, qui nous sont tombés sur la tête. J'invite les gens à aller regarder cette fameuse charte dont on parle très souvent. Je crois que beaucoup de gens citent ça sans souvent aller regarder dedans. La charte de Mandé, la charte de Kouroukan-Fouga, donc 1235. Donc, bien avant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1945, qui elle-même est inspirée de celle française de 1789. Donc, tout ça, c'est récent par rapport à la charte de 1235. À l'article 3 de la charte de Kouroukan-Fouga, il est dit que les Nyamakalas, c'est quoi? Parce que c'était une société divisée un peu en classes, voilà. Donc, chaque classe avait une attribution. On dit que les Nyamakalas se doivent de dire la vérité au chef, de le conseiller. Et les Nyamakalas doivent défendre par le verbe les principes et l'ordre établi sur l'ensemble du royaume. Ils se doivent, on n'a pas dit, c'est-à-dire on n'a pas exprimé ça sous forme de droit. On dit que c'est un devoir pour eux de dire la vérité au chef, de le conseiller. Et on ajoute qu'ils doivent défendre par le verbe les principes et l'ordre établis sur l'ensemble du royaume. Quand vous regardez aujourd'hui notre société moderne, le Burkina Faso en tant qu'État moderne, on n'a bien sûr pas ces classes-là, mais on a effectivement des classes socio-professionnelles. C'est une répartition. Dans notre classe socio-professionnelle, qui sont ceux-là qui doivent avoir cette mission des Nyamakalas? Qui sont ceux-là qui sont chargés de conseiller, de dire la vérité au chef, donc au chef de l'État? Qui sont ceux-là qui sont chargés, par exemple, de défendre par le verbe les principes et l'ordre établis sur l'ensemble, je vais dire cette fois-ci, du territoire national? D'aucuns vous diront qu'en temps de paix, cela tient, mais en contexte de guerre, est-ce que ça ne diffère pas? Moi, quand j'ai lu la charte de Kouroukan-Fouga, là, je n'ai pas vu qu'on a dit contexte de guerre et puis contexte de paix. Et dans notre constitution, il n'y a pas un droit qu'on a dit contexte de paix et puis contexte de guerre. Mais la réalité est qu'au moment je suis en train de parler effectivement des principes qui sont écrits. Et d'ailleurs, il faut que... Il y a le contexte aussi. Il faut qu'on arrête de faire ce reproche-là qui n'a même pas de sens aux journalistes et à tout le monde d'ailleurs. Personne ne peut agir hors contexte, c'est pas possible. Tout ce que nous faisons, c'est par rapport à un contexte donné. Moi, je peux vous dire tout ce que je n'écris pas parce que nous sommes en situation de guerre. Je peux vous dire ça. Donc, on utilise en fait des prétextes, des alibis. Tout à l'heure, j'étais en train de sourire lorsque vous avez évoqué la question de démoralisation des troupes. En 2018, alors que j'étais au journal Mutation, nous avons été convoqués. J'ai été auditionné avec mon directeur de publication. On a d'abord été convoqués par l'intendant militaire, ensuite par la brigade de recherche de gendarmerie pour démoralisation des troupes. Vous savez c'était quoi? Parce que nous avons écrit un article sur des militaires au front qui n'avaient pas reçu leur prime depuis plus de 2 mois. Et quand la première fois que les militaires nous ont appelés pour parler de ça, on était à 1 mois passé et puis ils nous racontaient qu'ils n'ont pas reçu les primes. C'est moi j'ai échangé avec des gens comme ça qui m'ont appelé, que je ne connais pas, on ne sait même pas par où ils gagnent nos numéros. Je pense que chacun de nous ici, un jour a reçu un appel inconnu des militaires qui racontent souvent leurs problèmes. Ils m'appellent, je fais 1 mois, je ne dis pas mot sur ça, je n'écris pas ça. Au 2e mois, alors qu'on aborde le 3e mois, des appels continuent et nous décidons de faire l'article effectivement sur ces militaires qui nous rapportent sur le fait qu'ils n'ont pas perçu leur prime. Nous avons écrit ça. Et lorsqu'on s'est retrouvé, que ce soit à l'intendant militaire ou bien à la brigade de recherche, on n'a pas démenti ça. C'est vrai, ils n'ont pas reçu les primes. La seule explication, c'est qu'effectivement, il y a une ancienne loi qui était là où ils devaient percevoir, je crois, 1500, les autres 3000, d'autres 4500 selon les grades. Et que donc, et ça aussi, grâce à nos critiques, parce qu'à l'époque, nous disons que c'est très peu. Il n'est pas normal que nos militaires qui vont au Darfour, dans les missions des Nations Unies et autres, reviennent assez feuillus quand même, et que des militaires burkinabés qu'on va envoyer à Seba, à Djibo, ne peuvent même pas à peine se payer de la bouillie. Donc on a dit il faut véritablement
payer, pourquoi pas comme des missions onusiennes, même si nous n'avons pas le portefeuille de l'ONU. Il faut quand même revaloriser. C'est le combat des journalistes, des leaders d'opinion pour qu'on améliore les primes des militaires aux soldats. Donc ils étaient dans une phase d'amélioration où ils ont adopté un nouveau texte qui n'est pas encore entré en vigueur, alors qu'eux pensaient avoir déjà aboli l'ancien texte. Donc finalement ils se sont retrouvés dans une sorte de vide et pendant 2 mois au moins ils n'ont pas payé les primes. Et je pose la question à ceux qui nous ont auditionnés. On pourrait poser la question aux militaires. Ils sont mieux placés pour nous répondre. Entre un journaliste qui écrit pour dire que des militaires qui sont au front n'ont pas perçu leurs primes, et puis quelqu'un qui n'a pas payé effectivement les primes aux militaires, c'est qui démoralise la troupe? C'est quoi qui démoralise le soldat? Le fait d'écrire qu'il n'a pas reçu sa prime, ou bien le fait qu'effectivement quelqu'un ne l'a pas payé sa prime? À la limite, peu importe la raison. Ces militaires étaient déjà démoralisés. Ils étaient affligés par la situation. C'est pour ça qu'ils nous appelaient au secours. Et rien que récemment, nous avons des informations de ce type de nature, mais que personne n'écrit. Si vous voulez, si c'est ça qui va faire la cohésion sociale, mais évidemment, il y a beaucoup de choses dont on est au courant et qu'on n'écrit pas. Donc, on ne pense pas que le contexte aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun journaliste, il n'y a aucun média qui ne pratique pas l'autocensure et à outrance. Il n'y en a pas. Donc le contexte, les journalistes burkinabés sont ancrés dans leur contexte et ils vivent, ils écrivent, ils disent des choses en fonction de leur contexte. Sauf qu'ils disent des choses qu'ils pensent en leur âme et conscience, dans leur intime conviction, qu'ils pensent que ces choses-là doivent nous aider. Aider dans la gouvernance, aider dans la reconquête du territoire national. Donc nous le disons en fait par devoir. Pas devoir, non pas par plaisir. Moi, je n'ai aucun plaisir à venir m'asseoir sur votre plateau ici en train de parler. Vous savez comment vous avez souffert pour m'avoir ici aujourd'hui. Je ne voulais pas venir, j'avais tellement de choses à faire. Vous savez ce que j'ai ajourné pour être ici. Et nous allons encore avoir le temps de parler de ces choses. Très rapidement, nous passons au deuxième sujet retenu pour cette tribune. À 8 mois de la fin de la transition telle que définie par les assises nationales, eh bien, des organisations de la société civile réunies autour d'une table ronde proposent une toute nouvelle formule. Elles appellent à une prolongation de la transition jusqu'au retour de la sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez, Ousmane Paris? Beaucoup de choses. Permettez-moi juste un mot par rapport à ce que Boukari Boba disait. Vraiment très rapidement. En fait, je pense à tous ces soldats outre-tombe qui peut-être nous regardent sur ce plateau. Ces soldats qui sont au front, qui peut-être nous regardent, qui pensent qu'il y a des choses à dire qu'eux, en tant que soldats, ne peuvent pas porter et qui n'ont plus confiance encore aujourd'hui aux journalistes qui n'arrivent plus à porter leur message. Je pense à toutes ces populations qui harcèlent des journalistes, qui veulent que des gens parlent de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils n'ont pas. Il suffit tout simplement que quelqu'un en parle pour que quelqu'un puisse faire quelque chose. Mais il n'y a plus personne pour en parler. Parce que justement, tout le monde se cherche. Ce n'est un plaisir pour personne de se faire inutilement des ennemis, de marcher avec cette peur, de se faire bastonner, de se faire attaquer. Cette peur permanente, justement, de vivre un certain nombre, ça ne fait plaisir à personne. D'autant plus que, moi, ça fait des années maintenant, par rapport à la pratique du journalisme, je suis journaliste indépendant. En fait, je me suis retiré des médias. C'est pas mon, je ne vis pas de ça. Mais des fois, vous êtes interpellé dans la rue, des gens qui vous appellent et qui se disent que non, il y a ceci, il y a cela. Vous avez les pleurs des parents, vous avez les pleurs de toutes ces personnes. On ne le fait pas de gaieté. On se dit aussi que le gouvernement ne le fait pas de gaieté de cœur. Que parfois, ils n'ont pas l'information, les dirigeants n'ont pas l'information. Qu'autour des dirigeants, il y a des gens de mauvaise foi qui veulent tout simplement bénéficier des avantages du pouvoir. Des gens détournent l'argent. Ça se passe encore aujourd'hui. Mais ils ne le font pas pour la transition, ils ne le font pas pour le régime. Ils le font pour leur ventre. Est-ce qu'on doit se taire autour de tout cela? Vous parlez justement de ce meeting. Moi, je le regarde avec des larmes aux yeux pour me convaincre que l'activisme politique est toujours d'actualité au Burkina. Vous trouvez que la proposition, c'est de l'activisme politique? Je ne parle pas de la proposition d'abord. Je parle de tout ce qui est comme meeting, de tout ce qui est comme conférence de presse, de toutes ces personnes qui s'organisent, qui prennent de l'argent pour les questions politiques, alors qu'au même moment, on nous parle justement de ce besoin d'argent
pour le front. C'est quoi notre priorité aujourd'hui? Il y a eu des assises. Quand les assises se tenaient, d'abord le président Traoré, quand il a fait le coup d'État, il disait qu'il ne voulait pas du pouvoir. Les gens lui ont dit, tu as eu le courage, il faut nous sauver. Quand les gens étaient en train de discuter, c'est les soutiens du président qui sont allés exiger qu'on laisse les premiers articles pour aller valider d'abord la candidature du président Traoré. Ça a été fait. Depuis qu'il est arrivé, il n'y a pas eu de contestation. Les gens disent, bon voilà, il est animé d'une bonne volonté, etc., etc., etc. Mais après, on va revenir en détail par rapport au contenu. Je prends par exemple la question de la réforme de l'éducation. Quand des gens, dans ce contexte-là, disent que, parmi toutes, vous allez voir toutes les propositions, j'invite les gens vraiment à aller lire tous les documents, qu'il faut permettre à un inspecteur de l'enseignement d'enseigner à l'université. Qu'on fasse une table ronde. Et que parmi les propositions, c'est ça qui préoccupe les gens. Vous pensez qu'il y a du sérieux dans ce qu'on fait? Vous pensez que c'est ça la préoccupation? Qu'on permette à un inspecteur d'aller enseigner. La loi, on ne fait pas une loi pour une personne. Vous avez l'impression que des gens ont juste des préoccupations. On a juste besoin de couper des têtes pour pouvoir on ne fonctionne pas comme ça. Et que le pays appartient à tout le monde. On veut justement une nouvelle manière de faire la politique. On veut une nouvelle manière de gérer le pays. Mais on associe tout le monde. On discute et on essaie de faire des propositions. Peut-être qu'on reviendra en détail par rapport aux propositions qui ont été faites, par rapport à la manière dont cette table ronde a été organisée, par rapport à la manière dont on est en train d'acculer des gens, mais surtout par rapport aux propos du président de la tradition qui dit que c'est un nouveau virage. Je crois que les choses sont claires. On veut une présidence à vie, parce que dans le texte c'est clair. Non, il n'a jamais été question d'une présidence à vie. Dans le texte. C'est une proposition d'organisation de la société civile, mais il n'a jamais été question officiellement. On parle de la table ronde, oui ou non? Allez-y. On parle des propositions. On dit jusqu'à ce qu'il arrive à mettre fin aux ennemis intérieurs et extérieurs. Qu'il gouverne jusqu'à ce. Comment vous définissez le moment où on arrive à mettre fin justement aux velléités de déstabilisation intérieure et extérieure? Et je termine par là. Il parlait tantôt de la charte de Foucault-Foucault, que nous devrons dire, si on dit on veut une démocratie, parce que c'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est demandé, une démocratie à l'ancienne, il faut aller voir comment nos royaumes étaient dirigés. Et les gens ont écrit sur ça. J'invite les gens à lire des gens comme, je ne vais même pas aller loin, Joseph Kizerbo, qui a longuement parlé de ces questions. Et surtout, qu'on ait le courage de visionner un film dans ce contexte que nous traversons. Le SIA, le rêve du Python. On est largement pris par le temps. Tous ceux qui critiquent ne sont pas contre. Tous ceux qui applaudissent ne veulent pas votre bien. Joachim Voukouma, qu'est-ce que vous pensez très rapidement des propositions qui ont été faites? Sur la forme, j'ai vu, ils ont fait 20 motions plus une déclaration finale. Le texte, pour avoir participé à quelques réunions de ces gens-là, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de coquilles. Il y a beaucoup de coquilles, de fautes de grammaire, d'orthographe, enfin, voilà. Et puis, oui, non, mais bon, je veux dire, tant qu'on n'a pas commencé à enseigner dans nos langues, il faut foutre le mot et tout ça, et qu'on est encore, bon, il faut que ça soit correct. Et en plus, bon, ils ont quand même fait une faute. La révolution ne date pas de 84, c'est 83. Bon, ça c'est quand même un gros comme inattention. Et je note aussi que, alors, tantôt c'est son excellence président, capitaine, tantôt c'est camarade président, donc on ne sait pas très bien quel est son statut. Alors bon, il faut adopter quoi, mais il parle de révolution. Bon, il parle de révolution, donc il vaut mieux harmoniser le vocabulaire. Ça c'est sur la forme. Sur le fond, comme il a dit, quand on regarde, effectivement, ils disent qu'il faut que le chef de l'État reste jusqu'au retour de la sécurité et tout. Et, donc, et d'ailleurs, j'avais vu cette vidéo le jour même de la célébration du 9e anniversaire de l'insurrection populaire au monument des Martyrs. Il y a un monsieur qui a fait une vidéo en Morée pour appeler ses camarades justement au meeting du 5 là, pour qu'il fasse un texte demandant la présidence à vie pour le capitaine Ibrahim Traoré. Et il a ajouté que celui qui n'est pas d'accord, ils iront lui rendre visite. Il a dit ça 2 fois.
rendre visite. Donc, on revient aussi au débat qui avait agité le meeting de la CGTB, c'est leur camarade là. Bon, ça, il faut quand même que l'autorité administrative, le local, en l'occurrence le PDS, prenne ses responsabilités aussi quand il y a des choses comme ça. Bon, j'avais noté beaucoup de choses, mais comme il y a, on est très pris par le temps. Bon, peut-être. Finalement. 20 secondes pour vous. Qu'est-ce que vous pensez des propositions qui ont été faites, Jules Tiendebego, très rapidement? Les propositions qui ont été faites par les OSC en lien notamment avec la prolongation de la transition jusqu'au retour de la sécurité. En tout cas, que ce soit la forme ou le fond, nous, ce n'est pas notre problème. Je vais vous lire ce que le 9e point, ça veut dire c'est 9 points, le 9e et dernier point, la révision de la charte de la transition en vue de la prolongation de la transition politique en cours, et ce, jusqu'à la libération totale et entière du pays de l'irterrorisme, le rétablissement complet de sa souveraineté nationale et internationale, ainsi que l'aboutissement des réformes structurelles. Et je vais vous dire tout simplement que ce n'est pas à une OSC d'en décider de la prolongation de la transition ou pas. D'accord. Cette décision incombe d'abord au gouvernement qui demande, puisque c'est une assise, c'est suite à une assise, c'est au gouvernement de faire le point et d'avoir des arguments solides et tangibles pour pouvoir convaincre les assises à merci Jules Tiendebego. 20 secondes pour vous également. Techniquement, sauf avec le miracle, il sera compliqué de tenir les élections à bonne date en juillet 2024. Quelle sera la bonne formule? Ces OSC proposent déjà qu'il y ait une prolongation jusqu'au retour de la sécurité. En 20 secondes, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas de quel élément vous disposez pour dire que techniquement c'est impossible. Le chef du gouvernement l'a dit il n'y a pas longtemps. C'est le chef du gouvernement qui nous a dit il y a très longtemps qu'on est à 65% de reconquête du territoire national. Donc si on était à 65%, je crois que ça devait être dans le mois de mars, en tout cas il y a 4 ou 5 mois, on peut ajouter ne serait-ce que 5-10% à la date d'aujourd'hui. Donc on est dans les 70-75% de reconquête du territoire national. Donc en juillet 2024, logiquement, on doit frôler les 90% de reconquête du territoire national. Donc il n'y a pas lieu de se prononcer précipitamment sur le fait qu'on ne peut pas organiser les élections en juillet 2024. Voilà. Donc pour moi, véritablement, sauf si effectivement des gens ont d'autres agendas, ça ne devait pas être un débat à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est la reconquête du territoire national. Donc concentrons toutes nos énergies là-dessus. C'est pourquoi les meetings de gens, c'est qu'on a vu ce palais des sports, c'est pas opportun. C'est pas opportun. De la même manière, on a trouvé que c'était pas opportun le meeting à la Bourse du Travail. Et j'étais d'accord qu'on pouvait sursoir à ce meeting-là. De cette même manière, il fallait sursoir au meeting de ceux qui appellent à la prolongation de la transition parce que c'est pas le moment. Merci Boukari Ouba. C'est tout pour ce numéro de votre émission La Tribune des Éditos, une émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci à vous qui l'avez suivi et merci également aux équipes techniques de réalisation et on se donne rendez-vous Dieu voulant le week-end prochain pour un autre numéro.